Salut à toutes et à tous, bienvenue à nouveau sur cette chaîne UAP Alpha, le prolongement de UAP Anomalie. Bon, comme vous pouvez le constater, je reviens au masque des origines, sinon on va me traiter de terroriste encore, puis je rentre dans le terrier. De quoi va-t-il s'agir aujourd'hui? De Olivier de Sedona. J'avais déjà fait des vidéos sur les idiots utiles de l'ufologie et Olivier de Sedona, là, a sorti. Alors lui, je regardais pas trop, je regardais plus ce qu'il faisait parce que bon, maintenant moi je me concentre sur d'autres recherches pour le blog. Mais bon, le hasard a fait que je suis tombé sur une vidéo de Sedona sur des explications de la technologie du tic-tac. Alors, il faut savoir que le tic-tac, moi, ce cas-là, je le connais bien. Je m'y suis plongé pendant des mois et j'ai fait un article sur mon blog où j'ai compulsé à peu près tout ce qui existe. D'ailleurs, je l'ai mis à jour il y a pas longtemps avec les informations du rapport de Bass avec des nouveaux témoignages. Donc, cette vidéo de Sedona, elle est précédée par une autre où il est avec ses chroniqueurs, là, il en parle rapidement. Et déjà, quand il parle du tic-tac, Sedona affirme que le tic-tac, il travaillait déjà dessus grâce à des sources dont il ne peut pas donner le nom, bien sûr, parce qu'elles veulent rester anonymes, mais des sources qui apparemment sont des ingénieurs. Et il dit que pendant qu'il travaillait sur faire un article et une vidéo pour expliquer la technologie qui se cache derrière le tic-tac, c'est quand même un vaste programme, il explique que Coulthard a sorti l'information que le tic-tac était un SAP de Lockheed Martin. Donc après, il y avait un document apparemment classé secret, déclassifié sur le tic-tac de Lockheed Martin. Bon, apparemment, ça a été démontré que c'était un faux. J'ai mis pareil les liens sur le cas du tic-tac sur mon article. Mais bon, Coulthard sort cette info alors que Sedona voulait déjà sortir depuis des semaines cette info. En plus, Coulthard parle de Sedona, alors pas de notre ufologue chez nous, mais de la zone géographique de Sedona. Il en faut pas plus pour que le père Sedona, avec ses chroniqueurs, exprime le fait que bon, il est pas parano, mais quand même, comme par hasard, il est en train de travailler sur la résolution du tic-tac, et derrière, Coulthard sort cette vidéo et parle de Sedona. Donc le gars, il se fait tout un film. À mon avis, il était en train de se dire, ouais, je me suis fait espionner, on a pris mon idée. Enfin, on voit bien qu'il pense ça, le gars. Bon, heureusement, il développe pas, tant mieux, parce que pour un sceptique, ça ferait bizarre qu'il développe un truc aussi. Je sais pas les mots. Donc sur cette vidéo-là, avec ces chroniqueurs, bon, comme d'habitude, ils en foutent plein la tronche à Grudge et compagnie. Bon, ils ont pas tort, mais maintenant, je veux dire, tout le monde le sait, comme je le dis souvent dans les vidéos, en fait, si vous voulez avoir des informations sur le phénomène OVNI, et côté US, faut pas suivre Coulthard, faut pas suivre Grudge, encore moins Elizondo, Barber, j'en parle même pas, tout ce qui est psionique et tout ça, et même Luna, je pense que c'est une perte de temps de suivre ce qu'ils font, quoi. Revenons au sujet. Donc pendant cette vidéo, pas celle du tic-tac mais celle d'avant, alors qu'ils sont en train d'en mettre plein la tronche, nous on est des sceptiques, à nous on la fait pas, les whistleblowers c'est n'importe quoi, puis comme d'hab les whistleblowers, ils disent qu'ils ont des sources, mais elles restent anonymes, ils donnent jamais leurs sources. Alors ça c'est bizarre, il dit ça, mais lui après dit qu'il va faire une vidéo sur le tic-tac grâce à des sources dont il ne peut pas nous donner les références ni rien du tout. Donc cherchez l'erreur. Et ensuite vient un chroniqueur sympa au demeurant, un Canadien, qui explique son voyage au col de Vence. Et là il sort des photos d'orbes, après il dit qu'il a fait de la psychométrie, qu'il a été en contact avec un être, qu'il est resté prostré, que après ça parle des chutes de pierre, et que ce serait provoqué par des mecs qui ont des problèmes psychologiques, enfin ils sortent des dingueries sur le col de Vence, alors que Sedona c'est le premier à dire que le Skinwalker Ranch c'est de la daube, vu que ça vient de Knapp et compagnie, forcément c'est de la daube. Et le Skinwalker Ranch, moi j'y crois pas trop, voire pas du tout, excepté ce qu'a fait Vaillant sur ce qui pourrait expliquer les Skinwalker Ranch. Là, c'est intéressant. Là, c'est une vraie recherche, argumentée, sourcée. Je vous le conseille d'ailleurs. Mais bon, bref, Skinwalker, non, mais col de Vence, oui. Vu que c'est un ami, on le croit. Et là, aucun scepticisme, rien du tout sur l'orbe, alors que la photo, c'est une poussière, quoi. Voilà, c'est tout. Il y en a pas un qui va critiquer ce qu'a dit le gars, quoi. Aldébaran, il présente des cas
ufologique et tout, il est bien, Aldébaran, il connaît beaucoup de choses. Même s'il est un peu trop côté Zurker, mais pareil, le sceptique Sedona, à qui on la fait pas, là il dit rien. Alors c'est ça qui est bizarre, c'est qu'il y a un scepticisme très prononcé sur certains éléments et surtout côté US, et puis d'autres où que le devance, non c'est cool. Après cette vidéo-là, je me dis putain, il faut que je trouve la vidéo sur le TikTok quoi. S'il a fait une vidéo sur le TikTok, ça m'intéresse. Et je la trouve la vidéo. Northrop Grumman, l'ombre derrière le tic-tac? Telle est la question. C'est vraiment l'objet de cette vidéo-là, quoi. Et de mon article qui va avec la vidéo. Voilà. Alors ceux qui aiment pas mes vidéos, qui aiment pas que je sois camouflé, allez lire l'article. Voilà, vous aurez tous les éléments, tout est sourcé. Ceux qui n'aiment pas lire, écoutez la vidéo. Essayez de rentrer pas autant dans les détails, mais au moins j'explique de long en large l'affaire. Cette vidéo, qu'est-ce qu'on peut en dire? Déjà, il commence et il parle de gaz à haute pression dans le ballon Tic Tac. Alors le Tic Tac, en fait, serait une espèce de dirigeable ou d'aérostat ultra technologique. Voilà. Et il affirme que plusieurs ingénieurs ont présenté cette hypothèse. Alors j'ai cherché sur internet, j'ai pas trouvé d'ingénieur qui présentait cette hypothèse. Voilà, donc il affirme quelque chose et vous allez voir, si vous suivez son article ou sa vidéo, il n'y a aucune source, aucun document, rien. Donc déjà, je me dis, le gars, c'est un ballon hyper rigide avec du matériel, de l'aérospatial et avec du gaz à haute pression. J'y reviendrai plus tard, mais cette histoire de gaz à haute pression dans le ballon pour le faire flotter, je trouve ça vraiment bizarre, donc je fais des recherches. Je fais des recherches sur les dirigeables, comment ça fonctionne. Alors, sur mon article, c'est plus précis, mais grosso modo, un dirigeable, il y a le gaz dedans, donc en général, c'est de l'hydrogène ou de l'hélium. Ce gaz reste à l'intérieur, va permettre au ballon de, par la poussée d'Archimède, d'être porté par l'air. Mais le gaz ne sert qu'à ça finalement. Après, tout le reste, le ballon, il va bouger, s'élever, descendre avec des hélices qui le propulsent et tout ce qui est petits ailerons derrière et tout pour lui permettre de s'élever, de redescendre, bref, comme un avion au final. C'est juste que ça va moins vite. Quand il s'élève, le dirigeable, la pression de l'air diminue, de l'atmosphère, et donc le gaz qui est à l'intérieur se dilate. Et s'il se dilate, vu que la pression extérieure est moins forte, ça risque d'abîmer la structure. Donc pour pallier à ça, il y a 2 ballonnets d'air qui vont se vider une fois arrivés en haute altitude pour que le gaz ne mette pas trop de pression sur les parois. Et quand le dirigeable va redescendre, les ballonnets vont se remplir d'air grâce aux hélices. C'est les hélices qui vont envoyer de l'air dans les ballonnets pour que la pression reste constante, parce que c'est ça le principe, c'est la pression extérieure et la pression intérieure qui ne doivent pas être trop différentes. C'est la masse volumique après des gaz et de l'air qui fait la différence. Mais c'est juste ça qui va faire que ça flotte dans l'air. Un aérostat ou un dirigeable, c'est quand même très lent. Donc voilà, une fois qu'on a un peu ce principe-là, l'histoire de la coque, c'est le point clé, et d'ailleurs Sedona aborde tout de suite le sujet en expliquant que la coque du Tic Tac est extrêmement résistante, très rigide, avec des matériels tout nouveaux issus de l'aérospatial, et que dedans il y a un gaz à haute pression. Il explique que c'est la poussée d'Archimède qui fait que le ballon s'élève ou pas, et dans ce qu'il essaye d'expliquer, ce que je comprends, c'est qu'ils font changer la pression du gaz à l'intérieur pour lui faire des mouvements d'élévation très rapides, ce qui expliquerait les traces radar la semaine d'avant où les cibles radar vont de 80 000 pieds à juste au ras de l'océan. Donc il l'explique par la poussée d'Archimède, des vitesses phénoménales. Hein. Attention, les calculs par rapport aux témoignages. Alors là, ça reste des témoignages. Attention, je dis pas que c'est vrai. On n'a pas les preuves radar, mais les témoignages le disent. Ça s'est fait en quelques secondes, en deux et quelques secondes. Mais bon, même si c'était une minute de 80 000 au pied de l'eau, lui, il explique ça par des changements de pression de gaz dans le ballon et la poussée d'Archimède. Et même la poussée d'Archimède dans l'eau. Donc il dit que ça part des sous-marins et dans l'eau, ça monte à une vitesse et puis après, pouf, ça va dans l'air. Et il va nous expliquer que les petites buses qu'il y a en bas du Tic Tac, ce sont des micropropulseurs puissants de gaz. Donc grosso modo le ballon, la pression de gaz à l'intérieur, ce qui va faire que la poussée d'Archimède va être plus ou moins forte, et après avec les 2 tuyères qu'il y a en bas, ils vont sortir le gaz parce que
À un moment donné, le gaz, faut bien le sortir. Les buses envoient du gaz et du coup, le tic-tac, c'est ça qui fait qu'il bouge super vite. Voilà l'explication de mouvement avec du gaz. Et du coup, il explique que vu qu'il n'y a pas besoin de moteur à combustion, que c'est que du gaz froid, c'est pour ça qu'il n'est pas détectable niveau thermique et tout ça. Alors si on creuse un peu, enfin si on creuse la base en fait, s'il y a du gaz à haute pression dans le tic-tac, donc déjà ça dépend de la pression, mais je sais pas si ça vous parle, tout ce qui est camion de transport de gaz liquéfié, camion qui transporte du gaz liquéfié, c'est du gaz qui est mis sous très haute pression et qui devient liquide. Donc en fait le principe même de mettre sous haute pression un gaz, c'est d'augmenter sa masse volumique pour que il puisse rentrer dans un récipient énormément de gaz en fait. Un camion rempli de gaz liquéfié qui s'ouvre, c'est une libération instantanée d'un volume de gaz énorme. Vous avez sûrement vu les vidéos d'explosion de camions citernes. C'est un blève, ça s'appelle. C'est une bulle de gaz qui se répand, qui s'enflamme. Et c'est ça le principe qu'il a pas compris. C'est qu'un gaz sous haute pression, quel qu'il soit, sa masse volumique va augmenter considérablement. Mais le gaz ne sera plus léger que l'air. Il sera plus lourd que l'air, le gaz, en fait, sous haute pression. Donc je vois pas comment un gaz sous haute pression peut permettre la sustentation du tic-tac. Déjà, ça, c'est quasiment un point clé de l'affaire. Après, il parle des micropropulseurs. Alors c'est les RCS, et il dit que c'est tous ces micropropulseurs de gaz qui permettent au tic-tac de bouger comme ça. J'ai fait quelques recherches parce que les micropropulseurs, je me demandais bien qu'est-ce que ça pouvait être. Et en fait, il y a un mec dans les commentaires de Sedona qui parle de RCS. Mais grosso modo, c'est ce qui est utilisé pour les capsules Apollo, vous voyez, ou la navette spatiale. C'est-à-dire que la navette spatiale est propulsée en pesanteur avec un gros propulseur à combustion derrière. Et pour permettre de le diriger, de garder le roulis en gage et tout ça comme il faut, ben c'est ces micropropulseurs-là, les RCS, qui envoient des gaz sous haute pression dehors pour que ça puisse stabiliser la navette. J'ai fait des recherches sur le RCS et notamment sur des projets qui pourraient exister. Et il s'avère que les RCS, les Lockheed l'ont utilisé pour créer un killer, ils appellent ça le killer vehicles. En fait, le projet, c'est à partir d'un missile, envoyer ces killer vehicles en atmosphère haute et sortis de leur missile, ils vont se mettre en attente et c'est une défense antimissile en fait. Si des Russes envoient du nucléaire, et ben ces véhicules killers avec les RCS là vont attendre, détecter le missile et pouvoir le viser et se mettre sur leur trajectoire comme il faut avec les RCS. Donc on voit la vidéo, elle est impressionnante. Mais la vidéo date de 2008. Il se suspend, mais si vous regardez bien la vidéo, en dessous, il y a un propulseur à combustion. Le RCS tout seul ne permet pas, dans l'atmosphère en tout cas, de sustenter un véhicule. Ça lui permet pas de voler. Ça fait juste les corrections de trajectoire, les mouvements rapides, mais pas plus que ça. Il faut toujours une propulsion à combustion. Donc de dire que le tic-tac fonctionne qu'avec des RCS, c'est une connerie. Ou alors il fonctionnerait mais dans l'espace qu'avec les RCS, mais pas dans l'atmosphère. J'ai mis les liens sur ces projets parce qu'il s'avère que Lockheed Martin a eu ce contrat en 2004, 2005-2006 premier test théorique et tout ça, 2008 premier vol, donc la vidéo là, et puis 2009, paf, ils arrêtent le projet. Donc Lockheed Martin, quand on voit la vidéo et qu'on voit la technologie et qu'on compare aux témoignages sur le tic-tac, bon, ça n'a rien à voir. Où est-ce qu'elle est la logique de dire que le Lockheed Martin ou Grumman a créé le tic-tac alors que ils étaient eux-mêmes en train de tester des RCS et tout pour faire des véhicules killers de bombes atomiques adverses. On est encore dans une espèce d'incohérence totale où on aurait des technologies de malades déployées, le tic-tac humain, pendant que nous, dans la vraie vie, ça continue à faire des tests sur des véhicules qu'on connaît tous, quoi, mais qui n'ont pas du tout les performances du tic-tac. Northrop Grumman, eux, il n'y a aucune recherche là-dessus. Il y a, à cette époque-là, en 2004, ils sortent
X-47A. Vous le verrez, c'est une aile delta, c'est juste que c'est un drone qui est autonome, qui est capable d'apponter sur les porte-avions et voilà, en 2004, voilà l'état de l'art de Northrop Grumman. Mais le père Sedona vous explique que ces ces micropropulseurs vont permettre au Tic Tac de se mouvoir à des vitesses considérables par les buses en dessous du Tic Tac. Petite expérience de pensée, vous verrez, j'ai fait un petit crowbar un peu à l'arrache, mais grosso modo vous avez le Tic Tac, les deux buses en dessous. Et je sais pas, moi je suis pas trop, j'espère ne pas trop être à la ramasse et ne pas trop me tromper dans ce que je vais dire, mais si les buses du bas sur un objet qui flotte comme ça dans l'air propulsent des gaz à haute vitesse, mais que depuis le bas, il n'y a pas de compensation tout autour. Parce que pour permettre à l'objet de se mouvoir, il faut, s'il y a un jet qui part d'un côté, il faut qu'il y ait un contre-jet de l'autre côté pour être sûr que ça parte pas. S'il y a que deux jets en bas, lorsqu'il va envoyer la purée, le tic-tac, qu'est-ce qu'il va faire avec ces jets en bas? Il va tourner et il va partir en tonneau tout le temps. C'est proprement hallucinant de nous vendre ça. Donc déjà, là, sur ces histoires de gaz à haute pression, de changement de gaz, le truc s'élève et puis la poussée d'Archimède et les RCS, les projets qui étaient en cours dans les années 2004, qui n'ont rien à voir avec une telle technologie, rien que là, on voit bien que le gars, mais déjà là, j'ai réfuté son argumentaire, quoi. Enfin, n'importe qui réfléchit un minimum sur ce qu'il a prétendu, et surtout, il ne source rien. Je pourrais arrêter là et ce serait fini, quoi. Mais je vais continuer quand même, je vais aller dans le détail. Parce qu'on peut aussi parler du fait que ça produit pas de chaleur ni rien du tout. Lui, Sedona, si on l'écoute, on croirait que les micropropulseurs de gaz, ça marche tout seul. Voilà. Mais en fait, non. Si on écoute ce qu'il dit, les changements de gaz sous haute pression, déjà, faut le mettre sous haute pression. Si on veut le faire sortir sous haute pression, il faut des clapets et sondes. Il faut donc de l'électricité. Les micropropulseurs, ça envoie du gaz inerte, mais il faut des récipients à l'intérieur, des containers, aussi de l'électricité. Il faut des sondes pour savoir le niveau de gaz, la pression qu'on veut envoyer, suivant la distance où on veut aller. Il a pas l'air de se rendre compte que ce qu'il indique comme technologie, à l'intérieur de ce ballon de gaz qui est censé le faire voler, on va remplir énormément l'intérieur avec de la technologie. Et il faudra de l'électricité. Il faudra de l'énergie dedans. Et ce qu'il y a, c'est que il nous explique que ça explique parfaitement les mouvements du tic-tac. Mais est-ce qu'il a bien étudié le cas? Les mouvements du tic-tac sont incroyables, atteignent des vitesses. Il faudrait une ingénierie là-dedans pour pouvoir lâcher les gaz au bon moment, ouvrir le clapet au bon moment, lâcher la bonne dose de gaz pour ralentir. Enfin, je suis pas sûr qu'ils comprennent les implications de ce qu'ils développent à l'intérieur du ballon même. Il faudra beaucoup de cerveaux, processeurs pour contrôler tout ça, parce que en fait l'histoire des aéronefs, c'est une histoire de cerveau moteur qui contrôle tout. C'est ça le truc. Et ça, faut l'alimenter en énergie. Et ça produit énormément de chaleur. Si ça produit de la chaleur, il faut des ouïes. Il faut qu'il y ait des ouïes d'évacuation ou il faut un système de refroidissement. Si on fait un système de refroidissement, il faut encore de l'électricité, il faut encore des capteurs, il faut encore du produit à l'intérieur pour refroidir tout ça. Et ça implique un poids à l'intérieur de l'aérostat qui va devenir énorme en fait. Donc ce qu'il propose comme théorie, en expliquant simplement « oui, des micropropulseurs, donc bon, il n'y a pas besoin de trucs à combustion, voilà ». Mais non, non, ça implique énormément de choses. Puis du coup, j'ai fait des recherches quand même sur les aérostats qu'ont développé Grumman et Lockheed. Et Grumman, ils n'ont pas développé de technologie de ballon. En tout cas, j'ai rien trouvé. S'ils trouvent des sources, ça m'intéresse. Lockheed, oui, ils ont développé des dirigeables, en fait, mais des gros dirigeables et énormes. Faut être bien conscient que dans les armées, ou dans le civil d'ailleurs, mais dans les armées, les aérostats et les dirigeables, c'est quelque chose de léger, de lent, mais qui consomme pas beaucoup d'énergie, qui va dans les très hautes altitudes, et surtout, c'est un moyen de transport pour les moyens de détection, voir les ballons chinois. En fait, c'est ça les aérostats, à quoi ça sert. Les dirigeables, c'est quelque chose, et d'ailleurs Lockheed ont signé un contrat apparemment, ils feront un dirigeable énorme qui sera capable de transporter des quantités énormes de matériel
à moindre coût. C'est surtout pour ça que c'est fait. Donc s'imaginer qu'un aérostat, un dirigeable devienne de la haute technologie comme le Tic Tac, je sais pas ce qui est passé par la tête de ce gars-là. Je sais pas qui sont ses sources. Soit ils se sont moqués de lui, soit les gars, ils lui ont vendu du rêve, quoi. Ou alors qu'ils nous donnent leurs papiers, leurs travaux, pour qu'on puisse vérifier, comparer. On va passer à d'autres affirmations de la part de Sedona, qui sont tout aussi incroyables. Bon, on est passé rapidement sur les explications technologiques de Sedona, mais maintenant, il affirme que, Déo Gradé était au courant du test de ce projet spécial. Léo Gradé était au courant mais n'ont rien dit. Donc, Sedona affirme que Northrop, avec le top brass US, ont décidé de lâcher le Tic Tac dans la nature pour tester les réactions des pilotes, pour tester les réactions du CSG-11 face à cet intrus. Qu'est-ce que ça met en exergue? Ça met en exergue que ce gars-là ne connaît rien au monde militaire. Le monde militaire, enfin, je veux dire, il y a des normes, ça reste des êtres humains qui commandent dans les armées, et sortir ça, c'est n'importe quoi. Le CSG-11 s'entraîne sur la Socal. C'est à l'ouest, c'est vers San Diego. C'est une grande surface. C'est un espace d'entraînement, quoi, ni plus ni moins, pour l'aéronaval. Cet espace d'entraînement, bon, c'est un peu comme les espaces d'entraînement en France ou dans d'autres pays. C'est juste que c'est beaucoup plus vaste de chez vaste, quoi. Sur la Socal, le CSG-11, donc le groupe de navires, donc il y a le Nimitz, il y a le Louisville, le sous-marin, il y a le Princeton qui est équipé de l'Aegis, là, le nouveau système de radar qui est neuf, hein. Enfin, c'est une des premières fois qu'il est utilisé comme ça. Puis il y a d'autres frégates, il y a d'autres navires, voilà. Donc tout ce groupement naval s'entraîne pour être projeté au Moyen-Orient dans les mois qui suivent. Ils sont en train de s'entraîner, ils font des phases de tir, donc le sous-marin Louisville fait des tirs depuis les eaux vers l'île de San-Clément, parce que sur la Socal, l'île de San-Clément sert de réceptacle de tir. Les avions font du dogfight et vont également faire des séquences de tir sur San-Clément. On n'en voit pas un des prototypes, si c'est le cas, des prototypes les plus pointus dont dispose Northrop ou des officines militaires sur une flotte aéronavale qui est en plein entraînement de tir. C'est pas la fête, quoi. Les zones d'entraînement, tout est très procédurier, calé sur les zones de travail. On peut pas débarquer comme ça et faire n'importe quoi. Déjà, si on regarde l'historique du cas, il y a eu les traces radars. Donc les mecs qui voyaient les traces radars la semaine d'avant rendaient compte à leur chef. Et les chefs, ils disaient c'est sûrement un problème de radar. C'est pour ça qu'ils avaient éteint les radars, qu'ils les avaient rallumés plusieurs fois, et ils continuaient à avoir ces cibles radars. Et quand l'exercice de tir a commencé et qu'ils ont eu des détections, ils ont prévenu les chefs et ils ont dit ouais là c'est quand même dangereux, on est en plein exercice, il y a quelque chose qui se balade, on sait pas ce que c'est, faut faire quelque chose. Et c'est là qu'ils ont envoyé Knurt en premier, et puis après Frevor avec Dietrich, Pezzato et Slate. Et c'est là qu'ils ont vu le Tic Tac. Mais si les gars veulent tester une nouvelle technologie, c'est simple, ils ont plein de terrains, Northrop et Lockheed. Si on veut vraiment s'entraîner sur une technologie et faire des tests, ils vont dans un coin bien tranquille type zone 51, ils déploient un système Aegis sur place, ils disent à 2-3 pilotes, écoutez, vous allez participer à un truc, ils leur font signer des clauses, et ils font un exercice des tests contrôlés, en zone contrôlée, pour qu'il n'y ait pas de canon conforme et que tout se passe bien. Et envoyer ça au milieu, c'est un non-sens total, c'est prendre vraiment l'armée pour des gens inconscients, complètement teubés, quoi. Toutes les armées du monde ont bien des protocoles, et pendant les exercices, c'est la sécurité qui prime. La sécurité. Ne pas tuer de gars, ne pas blesser de gars, et ne pas casser du matériel qui vaut des milliards. Parce que le F-18 et tout ça, ça vaut beaucoup d'argent. Et ensuite, Sedona dit mais comme par hasard, il n'y a pas eu d'ordre d'interception, il n'y a pas eu d'ordre de tir, c'est pour ça que ça voulait dire quand même que c'était peut-être prévu. 2004, on n'est pas dans une période de tension comme ça, les drones
tels qu'on les connaît maintenant, ça n'existe pas. Tout va bien, quoi. C'est juste un entraînement. Ils ont juste des détections de quelque chose de bizarre. Ils se posent des questions, mais ils sont peut-être moins suspicieux que si ça était arrivé maintenant. Si c'était arrivé maintenant, ce serait un autre délire, vous voyez. Ben, il y a eu un ordre d'interception. Il dit oui, mais ils ont pas tiré dessus, ils avaient pas de mine. Ben oui, ils sont en exercice, donc ils ont des munitions d'exercice. Quand ils ont été envoyés à l'interception, on leur a demandé s'ils avaient des armes bonnes de guerre. En fait, non, ils avaient juste des armements d'exercice, et comme la plupart des avions d'ailleurs qui faisaient du dogfight. Et en fait, bah, après, ils leur ont juste dit, bah allez voir quoi. Bon, il n'y a pas de mine, mais allez voir quand même. Et ils ont pas pu tirer dessus. Et de toute façon, même s'ils avaient voulu, ils n'arrivaient pas à bloquer les radars de cible dessus. Puis même s'ils tirent un missile qui touche pas la cible, le missile, il va aller on sait pas trop où, dans une zone d'entraînement où il y a d'autres avions, il y a des bateaux, il y a, enfin, ce serait de l'inconscience totale. C'est quand même incroyable. Après, il dit oui, les défenses solaires des bateaux, des navires, ils auraient pu leur tirer dessus. Bah, le Tic Tac, si tu connaissais bien le cas, n'a jamais été à portée des bateaux. Jamais. Il est resté à une grande distance des bateaux. Parce que même quand il a rejoint le cap de la Blue Team, quand il a rejoint le cap, c'était à 60 miles nautiques de tout navire. Donc, en fait, tout ce qu'il dit démontre qu'il n'a pas étudié le cas du Tic Tac, le père Sedona. Il l'a pas étudié du tout. Les conclusions que vous donnez partent de déductions sur des choses complètement fantasmées. Et c'est là où je vais en venir. Après, c'est que cette histoire de fantasme sur les black programmes, c'est un vrai problème aussi chez les ufologues. Alors après, ils parlent de black programmes, enfin ils parlent de programmes de aquadrone, donc des trucs qui iraient dans l'eau et puis dans l'air, c'est des programmes militaires qui existent. Alors bien sûr, vu que comme je vous ai dit tout à l'heure, ils donnent aucune source, bah, j'ai été chercher sur le net. Et tout ce qui est aquadrone et tout ça, c'est des noms d'entreprises civiles. Ils construisent des drones, c'est des quadricoptères en fait, qui vont en dehors de l'eau, qui sont étanches, qui se posent dans l'eau, qui font des petits trucs dans l'eau, qui peuvent attendre là pendant des heures et puis qui redécollent. Donc c'est tout ce qu'on a. Ou sinon les aquadrones, c'est des drones en forme de bateau là et qui ramassent les déchets dans la mer. Voilà ce que c'est. Il propose, il parle il y a des rumeurs de programmes aquadrone et tout. Le seul truc que j'ai trouvé, c'est il y a un programme militaire français d'un drone, mais en fait c'est des coussins d'air avec sur un quadricoptère qui peut flotter sur l'eau. Voilà. Je vois pas d'où il sort un programme de drone qui irait aussi bien dans l'eau que dans l'air. Des programmes militaires comme ça. Non, il y a que des programmes de drones aériens et des programmes de drones sous-marins qui se développent beaucoup avec la Manta de Lockheed par exemple. Ils font la même chose en autonome dans l'air, mais ils font la même chose maintenant, ils font des sous-marins autonomes. Enfin voilà, on est en train Skynet quoi, ils sont en train d'automatiser tout. C'est ça les progrès de l'armée. Mais un truc qui ait les mêmes performances dans l'eau que dans l'air, ben moi je vous le dis monsieur Sedona, pour l'instant, ça n'existe pas. Et d'ailleurs, ça n'existe pas, mais à l'époque, qu'est-ce qui existe comme drone et vous regarderez, allez voir mon article sur les drones, j'en ai fait 2. Et la partie 2, je rentre vraiment dans le détail des drones, de ce qui est prévu, ce qui a été fait, ce qui est prévu à long terme sur les drones. Quand on regarde ce qu'on fait Lockheed ou Grumman en 2004, c'est que des drones avec des ailes en forme de delta, surtout Northrop qui font le B2 furtif et tout ça. Eux, ils sont spécialisés dans le furtif, ils sont spécialisés dans le fuselage. L'ensemble des drones ont tous les mêmes caractéristiques. D'accord? Ce qui va souvent être un black programme, en fait, c'est qu'est-ce qu'il y a dans l'avion pour avoir des performances de furtivité, des performances de connectivité, des performances d'analyse. C'est ça, souvent, les SAP, en fait. C'est souvent ça qui est classé ultra secret. C'est ça aussi, ce fantasme des programmes secrets. Quand on regarde tous les drones qui existaient à cette époque-là et qui existent maintenant, ils gardent les mêmes caractéristiques extérieures, les mêmes caractéristiques constitutives. Sinon, c'est aller dire que des choses existent sans aucune preuve. Pourquoi il parle d'aquadrone et tout? Parce que il insinue, grosso modo, que le Tic Tac pourrait être un transmédium, qu'il irait dans l'eau, parce qu'il l'explique, hein, il part du sous-marin. D'ailleurs, il part d'un sous-marin.
Le Tic Tac, selon les témoignages, fait la taille d'un avion de chasse en fait du F-18. J'avais fait les calculs, le Tic Tac fait 1/6 de la taille du sous-marin. Donc il dit que ça part du sous-marin. Mais ça voudrait dire quoi? Qu'il est dans le sous-marin et on le gonfle? Ou alors ça veut dire qu'il est accroché au sous-marin, puis après il le décroche et puis le ballon il part et puis il fait tout ce qu'il veut. Mais pareil, il n'y a pas de cohérence. Un tel objet, s'il est capable des performances dont il est capable, et si Sedona explique que ça a les mêmes performances dans l'eau, pourquoi ça sert de l'accrocher à un sous-marin pour le déplacer? Alors que le truc a des performances 10 fois, voire exponentiellement supérieures à un sous-marin. Puis après, il revient et il va dans le sous-marin. Depuis le début, je tombe des nues quand même en écoutant les explications qu'il donne, quoi. Et on le sait tous en plus. Le pire, c'est quand on l'écoute, je suis convaincu que les 3/4 des gens qui l'ont écouté, ils étaient là, mais attends, mais c'est... Moi, je prends le temps, tout dans mon article, de tout sourcer, de tout expliquer. Il entre encore dans une autre fantasmagorie sur l'armée. Ça doit être provoqué par le financement dont disposent les armées américaines, quoi. Quand on regarde l'argent qui est injecté, c'est eux qui donnent le plus d'argent et à eux tout seuls, ils ont 1/3 des dépenses mondiales. Mais tout ça, ça a une histoire. C'est au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Ces gars-là, les Américains, à eux tout seuls, ils ont plus de satellites quasiment que tout le reste. Tous ces satellites, ben, ça a un coût de maintenance. Ça a un coût pour les envoyer en l'air. Et qui dit satellite en l'air, dit station au sol pour contrôler tout ce qui est fait. Dit data, à stocker data, à analyser. En fait, les USA, c'est l'œil du lynx mondial. Ils voient tout partout. Ils ont la technologie pour voir partout. Ils ont des avions de combat de malades, une armée qui est énorme, une masse de matériel énorme. Il n'y a qu'à aller dans les bases en Allemagne ou aller dans une base américaine aux États-Unis. C'est une ville. Il y a des longueurs de matériel, mais vous verriez ça. Et tout ça, ça s'entretient. Et tout ce matériel qui est un peu vieux, ils l'entretiennent. Ils créent également nouveau matériel de transmission, numérisation de l'espace. Et eux, ce qu'ils font, comme toutes les armées d'ailleurs, ils upgradent un peu leur matériel déjà existant. Donc ils doivent faire des tests sur ces matériels, mettre de nouveaux systèmes de combat numériques. Ils doivent développer ces nouvelles capacités, voir si ça rentre sur les anciens véhicules, donc trouver comment les plugger et développer tout ça pour l'ensemble du matériel dont ils disposent. Je me suis penché un peu du coup sur le budget de l'armée américaine. Et quand on regarde un peu dans le détail, si je puis dire, bah déjà il y a une masse énorme d'argent qui part pour les soldats, pour les payer et tout ça. Ils ont des bases partout, donc je vous raconte même pas l'entretien de toutes ces bases. Ils ont 70 milliards pour tout ce qui est, entre guillemets, si on veut parler des black programmes des SAP, les programmes de RTD&E et acquisition et black programme. Grosso modo, c'est ce qu'ils expliquent dans leur papier. Ça date de 2020, mais tous les ans, c'est à peu près pareil. Sur ces 70 milliards, j'ai fait le calcul, rien qu'en RTD et E, donc recherche, développement, essai et test, tous les matériels, il y en a déjà pour 25 milliards, juste en RT&D. Il y a rien que le B2 Spirit, là, ou le B21, là, le Northrop, 3000 millions d'euros juste pour le RTD. Tout ce qui est cyberespace et tout, ils ont lâché plus de 1000 millions, donc 1 milliard de dollars sur une année. Et quand on regarde les tableaux sur le document que j'ai filé en lien, bah après, une fois qu'ils ont fait le RTD, bah il faut qu'ils équipent ces matériels anciens, qu'ils les upgradent si je puis dire, et ça coûte encore plus cher. Donc sur les 70 milliards pour l'acquisition, le RTDE et les SAP, on se rend compte que finalement pour les SAP, il reste pas non plus, parce que les gens doivent s'imaginer que les black programmes c'est des centaines de milliards. C'est rare à mon avis qu'il y ait des SAP où l'ensemble du spectre pour construire une technologie disruptive de A à Z dans son coin, sans aucune connexion avec le reste. Alors après, il y en a qui parlent qu'il y a de l'argent qui est détourné et qu'on le voit pas. On est dans le domaine finalement du fantasme. C'est juste des gars comme Grudge ou Bob Lazar, enfin la Lunatic French, qui nous lâchent des dingueries sur ça. Et en fait, Sedona, quelque part avec son hypothèse, il rentre un peu dans ce truc du fantasme là, du programme top secret, disruptif, inconnu. Enfin, ces gars-là, ils essayent de débunker le mythe de l'UAP extraterrestre, quoi, on va dire, par un autre mythe, finalement. Par le mythe du black programme ultime. Et ça, c'est la porte ouverte à quoi?
la porte ouverte à toutes les dingueries, là, tous les gars, Greer, là, ce tocard, qui parle de l'énergie du point zéro, il en parle depuis 30 ans maintenant, il y a rien du tout. C'est ceux qui parlent que les humains, en fait, ont des bases sur Mars, ont des bases sur la Lune. On a déjà été visiter l'ensemble du système solaire. Donc en fait, ces données, sans s'en rendre compte, en nous expliquant des trucs comme ça, c'est quand même incroyable. Et d'ailleurs, quand on regarde le document, on voit bien que, parce que tout ce qui est, là, ce que je viens d'évoquer sur les black programmes et tout ça, les acquisitions et tout, c'est aussi lié au budget de la recherche et développement et des avancées scientifiques. Et sur le papier de 2020, ils expliquent très clairement que l'objectif, c'est quoi? C'est l'AI. Donc l'AI, c'est en lien avec mon article sur les drones, c'est le point clé. Le point clé pour le combat collaboratif dans les airs. C'est le point clé des drones, des essaims de drones, c'est le point clé du pilote qui avec son avion tout seul en altitude, en sécurité, va de là-haut contrôler tout un ensemble de drones, des drones qui vont saturer les défenses ennemies, des drones qui, lorsque les petits drones saturent la défense ennemie, les drones hypersoniques vont passer, ou pas hypersoniques d'ailleurs, ils vont passer rapidement pareil en autonomie, et puis d'autres drones vont aller bombarder les défenses sol-air, et puis comme ça les mecs après, les avions pilotés peuvent passer tranquillement et aller faire ce qu'ils ont à faire. C'est ça l'objectif, et à moindre coût en plus, parce que du coup les drones coûtent bien moins cher, et ça il faut bien le comprendre. Les USA, ils ont arrêté de partir dans l'avion ultime qui suivait les mêmes règles finalement que l'informatique, c'est que le coût des avions était exponentiel par rapport aux avancées, quoi. Donc les avions de 6e génération vont être capables de collaborer avec des essaims de drones, et de drones tous les uns différents par rapport aux autres. La recherche et développement, ils axent sur l'intelligence artificielle, donc que je viens de vous expliquer. Les armes à effet dirigé, ça, on n'en parle pas beaucoup. C'est peut-être un game changer aussi pour plus tard. Mais là, vous inquiétez pas, là, il doit y en avoir des SAP là-dessus. Il doit y avoir du top secret de chez top secret. Il y a le quantique aussi. La France, on y va à fond là-dedans, mais les ricains, vous inquiétez pas, parce que le quantique, ce sera un game changer, tout pareil, pour tout ce qui est command and control, évaluation de situation, analyse de l'espace, enfin. Et là, à mon avis, là, on est sur les trucs les plus classifiés au niveau des armées. Mais en fait, les priorités, c'est pas du tout de créer le tic-tac, quoi. Déjà maintenant on est sur ces trucs-là, mais en 2004, où c'était une période un peu de relâche, où d'ailleurs les budgets de l'armée américaine avaient grandement diminué, ça voudrait dire qu'en 2004, si le Tic Tac a été créé, c'est des Black Project, il a été conçu bien avant, donc dans les années 90. Il n'y a aucune cohérence si on suit bien les développements militaires, mais de toutes les nations, mais surtout des Ricains à l'heure actuelle. Il y a aucune cohérence pour qu'en 2004, il y ait un truc comme ça qui soit sorti et qu'on ait envoyé comme ça, allez, tiens, voilà que je te pousse, et puis on va voir un peu ce que ça donne. Mais c'est méconnaître l'histoire des armées, l'histoire des programmes d'armement militaire. Je comprends pas comment ça a pu sortir de son cerveau, tous ces trucs-là. Alors, vous allez me dire, que je suis pas du tout d'accord avec ces données. Sur les éléments que je viens de donner, ouais, effectivement, je suis vraiment pas d'accord. Il y a qu'une seule chose où peut-être je vais, on va dire, aller dans son sens, encore que, c'est tout ce qui est désinformation. Il affirme à tue-tête que Grudge, Elizondo sont des agents de désinformation. Oui, je vais développer, mais là où je suis d'accord avec lui, c'est qu'il y a de la désinformation. Mais sous quelle forme? Parce que la désinformation, les psyops, par essence, c'est quelque chose qui brouille les pistes. Qui peut dire qu'il comprend qui désinforme qui, dans quelle mesure, qui est désinformé par qui? C'est très complexe comme élément. Et ce qu'il y a, et ça c'est un comble quand même, enfin vous allez voir, mais Senoda, depuis le début, dit ouais, Grudge et tout, bon, ils disent n'importe quoi et tout, mais ce sont des agents de désinformation. Coulthard, tout ça. Et là, Coulthard, qui est un agent de désinformation, balance que le Tic Tac c'est humain, c'est un SAP. Greer, qui, si on écoute Sedona, est un agent de désinformation, dit aussi que le Tic Tac c'est humain, il le dit depuis le début. Et en fait, moi, vous allez voir mon raisonnement, mais grosso modo, 2017, je l'ai déjà dit, mais ici, vu qu'on parle du Tic Tac, je réinsiste,
Trevor, enfin le tic-tac, grosso modo, c'est ce qui a fait sortir du bois le phénomène OVNI en 2017, on va dire, avec la vidéo en plus. Même si la vidéo, finalement, elle n'est pas concluante sur quoi que ce soit. C'est juste une vidéo et juste est-ce qu'elle part pas. J'ai quelques idées, mais je le développe sur mon blog aussi. À partir de là, l'histoire est sortie. Et là, ça allait discuter devant le Congrès. Et il y a Trevor, quand même, un mec qui est irréprochable, quoi. Enfin, il y a 2 équipages de F-18 qui témoignent de ce qu'ils ont vu. Donc il n'y a pas de parallaxe ni rien. Pendant qu'il y en a un qui était en bas, il y en a un qui était en haut et qui voyait tout. Donc Dietrich, Slate qui était en haut, Trevor et puis Apesato qui était son WSO. Et Apesato a confirmé tout ce qu'il a vu. Vous avez les 4 témoins qui confirment la même chose. Les gars, ils voient un truc de ouf. Trevor va témoigner devant le Congrès. Moi, je vous le dis, il y aurait que lui qui aurait témoigné. Il y aurait peut-être eu il serait passé quelque chose. Qu'est-ce qui se passe ce jour-là au Congrès? T'as toute la bande d'abrutis, là, Knapp et compagnie, avec Grudge qui débarque et qui détourne, parce que c'est un fait, il détourne l'attention sur le tic-tac. Quand le Congrès a été terminé et tout, qu'est-ce qui a été révélé? Sur quoi les ufologues ont parlé? Tout le monde a parlé de Grudge. Trevor à la trappe avec le témoignage du tic-tac. Hop, circulé, et on n'en parle plus. Tout le monde a plongé. Ceux qui croient dans Grudge sont toujours à fond dans ces histoires, et puis le tic-tac, et puis Trevor, on s'en claque. Et tous ceux qui sont les gris, pareil, on parle plus du tic-tac et tout ça. On parle plus du témoignage de Trevor. Donc, Grudge et compagnie, de mon point de vue, c'est un moment de désinformation qui détourne l'attention d'un vrai signe noir pour moi, qui est le tic-tac. Ces mêmes gars qui ont détourné l'attention, comme Coulthard et compagnie, arrivent quelques années plus tard, parce que le tic-tac, ça a quand même perduré, les gens en parlent, le tic-tac, c'est un caillou dans la chaussure quand même assez important pour... encore que la Navy, ils ont été assez transparents là-dessus. Il y a eu des documents déclassifiés, le range fooler. Il y a pas mal d'éléments sur le tic-tac quand même qui confirment que c'est un vrai... Allez voir encore une fois mon article, vous allez voir que c'est assez incroyable. Le nombre de témoins, c'est incroyable. Franchement, c'est un cas, mais solide de chez solide. Et là, d'un seul coup, tous ces gars-là, cette sphère de la nouvelle Lunatic Fringe débarquent et vous disent que le tic-tac, en fait, on a eu des documents, c'est un SAP. J'ai envie de dire, on continue dans la désinformation. Alors, est-ce que ces gars-là sont des agents de la désinformation? Vu le niveau de bêtises au niveau américain, quand on voit Trump, le discours qu'il a fait devant ses généraux avec le ministre de la Défense, enfin de la guerre, quand on voit le discours de bêtises de ces gars-là devant tous les généraux, bon, c'est pas étonnant qu'il y ait eu quelques gars comme Elizondo, Grudge et tout, parce que ce qu'a dit Kirkpatrick, je pense que c'est pas faux non plus. C'est-à-dire que ces gars-là, ils se sont fait embrigader par Knapp et des mecs du Skinwalker et compagnie. Ils se sont fait embarquer par ces gars-là, et je pense que quand Grudge est sorti du bois et tout ça, Coulthard et tout a été relancé. Ces gars-là ont mis un pied dans l'ufologie internationale, ont eu un succès quand même assez énorme. Je veux dire, il y avait des mecs qui recevaient Elizondo, ça y est, c'était un des meilleurs moments de leur vie. Moi, je suis presque sûr que c'est des gars pas très malins qui ont vu une opportunité dans ces trucs-là et qui derrière, c'est une intuition, j'ai pas les preuves, mais je pense que ces gars-là, c'est des mecs qui se font retourner le cerveau par de vrais agents des services qui leur balancent derrière, un peu comme le MJ12 à l'époque. Et je pense que c'est pareil. Il y a ces gars-là il y a un mec qui tient la marionnette derrière, qui leur fait dire des trucs pour emmener les mauvaises informations au bon moment. Et comme par hasard, là, d'un seul coup, le tic-tac, c'est pas une anomalie. Voilà, parce qu'en fait c'est ça le principe, c'est de dire que le tic-tac c'est pas une vraie anomalie. Moi je dis pas c'est extraterrestre, moi je dis c'est une anomalie, c'est une sacrée anomalie. Et là, c'est Donat qui dit qu'il y a de la désinformation partout, on nous cache tout, on nous embrouille et machin. Lui-même nous sort une explication de ouf et lui s'attaque au tic-tac. Il y a les idiots utiles américains, ah bah alors là lui il me confirme que c'est un sacré idiot utile niveau français quoi.
il nous sort une vidéo où il explique ça, mais et le pire, c'est que souvent ça marche. En fait, le principe de mettre le doute, même si les informations sont pas top top, mais ça met un doute. Quand je vois les réactions dans les commentaires, il y a plein de gars qui sont là, ah ouais, c'est vrai, ouais, le tic-tac, ah ben Sedona, vous êtes trop fort, hein, vous avez raison, waouh. C'est quand même incroyable qu'on pourrait m'arrêter là, et puis dire, ouais, bah Sedona, c'est nul, je viens de réfuter tout ce que vous avez fait, mais je suis un seigneur, je vais l'aider un peu. Si c'était un vrai sceptique, il y a des pistes qui peuvent expliquer par des causes prosaïques ce qui a été vu. Déjà, primo, les traces radars les jours précédents, avec les changements d'altitude impressionnants et le mouvement d'une île vers une autre au-dessus de la flotte, ça peut s'expliquer par des ballons utilisés pour les tests du X-43A. Il y a des ballons météo normalement qui se baladaient, et puis des ballons qui ont des possibilités de pouvoir se diriger. Donc il y a déjà ça qui peut expliquer les traces radars. Après, ça peut être un problème sur le système Aegis à ce moment-là, au niveau des traces radars. D'ailleurs, après le cas, le Princeton est retourné au port pour apparemment une pause pour l'entretien du matériel, justement. C'est une éventualité. Et il y a également le Nemesis. Bon, ça, c'est réfuté, mais le projet Nemesis aurait pu être utilisé, et c'est pareil, on serait dans le même principe. On prévient personne, on envoie un truc pour voir comment ça réagit. Donc là, ce serait pas non plus très cohérent. Ensuite, au niveau du contact avec le tic-tac, donc le moment de contact entre Frévor, Dietrich et le tic-tac, ça pourrait s'expliquer. Enfin, Metabunk ou Parabunk essaye de l'expliquer comme ça. Ça aurait été un ballon gonflé depuis un sous-marin, mis sur une corde, donc avec les vents, le ballon, poum, taperait avec la corde, reviendrait, taperait avec la corde, ce qui a donné l'effet de mouvement de balle de ping-pong. Quand Frévor serait descendu, le hasard fait que la corde a lâché ou le sous-marin a lâché le ballon monte à ce moment-là, en même temps que Frévor descend, et arrivé proche du ballon, les effets de vent, de chaleur font que le ballon explose ou se dégonfle très vite. Donc le ballon disparaît et ça donne l'effet que le tic-tac part comme une balle sortie d'un canon. Ça, c'est une explication qui est avancée. Pareil, j'y reviens dans mon article, j'explique comment cette explication est un peu tirée par les cheveux. Ou alors, les pilotes ont tout inventé. Il y a ça aussi, ce qui serait étonnant. Et ensuite, pour le FLIR, bon, bah, c'est simple, l'explication, c'est qu'ils se sont pinés, ils ont cru que c'était le tic-tac, ça ne l'était pas, c'était un avion au loin, qui est l'hypothèse de Mike West. Comme dans tous les gros cas, les cas solides, pris séparément, chaque moment a son explication prosaïque qui peut passer. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est l'enchaînement, si on met tout bout à bout, c'est l'enchaînement des mésinterprétations et l'enchaînement des vecteurs de mésinterprétation, qui là devient un peu waouh. La probabilité que ça arrive, un peu comme le cas de Mansfield ou comme le cas de Téhéran, ou sur le cas complet, vous avez un enchaînement de vecteurs de confusion qui est quand même fortement improbable. Et le tic-tac, c'est ça, c'est que séparément, les explications, ça pourrait passer. Mais pris dans l'enchaînement, ça devient compliqué de l'expliquer, quoi. S'il était parti dans ces explications-là, il serait plus dans un scepticisme cohérent et quand même raisonné, quoi. Parce que nous sortir une technologie basée sur le gaz avec des propulseurs en dessous, poussée d'Archimède, mais de ouf. C'est les Avengers de la poussée d'Archimède quand même, hein, son affaire. En faisant mes recherches pour faire mon article sur la vidéo de Sedona, eh ben je suis tombé. Et lui, s'il avait vraiment fait des recherches, du coup, parce que je suis tombé assez facilement dessus, il aurait pu le trouver aussi. C'est une histoire qui est sortie dans The Warzone, où ils expliquent que la Navy en 2019 a déposé des brevets, et des brevets sur des technologies assez innovantes, où ils affirmaient pour pouvoir obtenir le brevet que c'était opérant, ça marchait. Les brevets leur ont été refusés, ils ont fait appel, et dans les brevets, vous avez à un moment donné, alors c'est une forme triangulaire, mais il y a également une forme en tic-tac qui ressemble au tic-tac. Et on voit le schéma de principe dedans pour faire fonctionner. C'est un système d'antigravitation avec un système électromagnétique hyper puissant qui isole le triangle ou le tic-tac, qui les isole
de l'espace extérieur. Donc ils créent une bulle quantique, on va dire, autour de leur coque. C'est pour ça que ils pourraient aller dans l'eau sans perturbation, dans l'air sans perturbation, parce que c'est pareil, ce que n'évoque pas Sedona. Les mouvements très rapides du tic-tac, aux vitesses estimées suite au témoignage, le frottement de l'air, Sedona, ça n'existe pas, visiblement. Le truc, il brûle, quoi. Et même les jets qu'il y a à l'intérieur, comment, avec son système, il développe, là, Sedona, comment il peut pas penser aux jets que prend le tic-tac, et en s'imaginant qu'à l'intérieur, rien va bouger, tout va bien se passer. Il n'y a pas de cohérence. Alors que la technologie sur les brevets que demande la Navy, ben, mine de rien, là, on est un peu plus sur un truc qui pourrait expliquer une soi-disant technologie du tic-tac. Alors faut lire les articles de The Warzone, parce que en dehors des brevets et de, comment dirais-je, du principe technologique qui est évoqué, bon ben The Warzone, vu qu'ils enquêtent super bien, hein, franchement si vous voulez apprendre plein de choses, allez sur The Warzone. Sur les drones, sur tous les projets The Warzone, ils sont très très bons là-dessus, et sur leurs enquêtes. Donc ils ont demandé à des scientifiques quand même bien en vue ce qu'ils pensaient de ces brevets-là et tout, et la plupart ont dit que c'était de la science-fiction, que c'est que de la théorie, et d'ailleurs ils n'ont pas eu les brevets visiblement, la Navy. Et puis pourquoi? Parce que ils peuvent faire des brevets secrets. Ils ont juste une case à cocher pour que ça reste secret. Eux, ils l'ont mis en public. Donc The Warzone amène l'hypothèse que c'est peut-être là aussi une désinformation vis-à-vis des forces étrangères, et pour que les forces étrangères se disent oh là, les ricains ils sont en train de faire des recherches sur ce truc-là, nous faut qu'on mette aussi des cerveaux là-dessus, de l'argent pour essayer de développer aussi, pour les amener à dépenser énormément d'argent et d'énergie sur quelque chose qui n'a aucune issue. Donc ça c'est, lisez les articles, je les ai traduits et je les ai mis sur mon blog. Mais voilà, à la limite, Olivier de Sedona, si vous aviez voulu nous vendre une technologie disruptive qui pourrait expliquer le tic-tac au travers d'un SAP bien humain, bah à la limite, vous seriez parti sur ce type de, ou en tout cas vous, non, votre source anonyme, ben, il serait parti là-dessus, ce serait peut-être un peu plus cohérent et ça expliquerait un peu mieux ce qui a été observé sur le tic-tac. Vous avez dit, oh là là, je vais faire le buzz là, putain, là, waouh, j'ai expliqué le tic-tac. Vous avez juste démontré que pour un ufologue qui est quand même ancien, vous auriez pu faire l'effort pour vos abonnés et toute la communauté que vous avez, parce qu'il y a du monde qui vous suit, c'est quand même ça qui... Moi, ça m'impressionne. Il y a plein de mecs dans l'ufologie qui ont plein de followers, et puis quand on gratte un peu sous la surface, mais vous, les gars qui veulent arriver dans ce milieu-là, qui se posent des questions, qui veulent avoir quand même quelques réponses, parce que c'est intéressant, eh ben, c'est pas avec vous qu'ils vont les avoir. Et le problème, c'est que vu qu'il y a du monde, ils viennent vous voir, et puis ça écoute ce que vous dites. Bon, tant mieux pour vous, mais tant mieux, mais que pour vous, pas pour le phénomène. À un moment donné, c'est bien beau d'affirmer des trucs, et que ce soit vous ou d'autres d'ailleurs, quand vous affirmez, il faut prouver, ou au minimum étayer vos dires, sourcer vos dires, enfin voilà, faire un vrai travail de recherche. C'est ça qui manque actuellement. Alors, qu'est-ce que on peut amener comme conclusion sur cette vidéo de Sedona? Premièrement, le cas du tic-tac est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Il a jamais expliqué un peu tout ce qui s'est passé, le nombre de témoins, les enquêtes qu'il y a eu, toutes les sources, bref, l'historiographie, les documents déclassifiés à propos du tic-tac. Il n'a pas donné le contexte de l'observation. Donc le contexte de l'observation, après, il faut le dire, c'est quand même un cas long à prendre en compte. Donc comme je vous le disais déjà, allez lire mon article sur le cas du tic-tac. Ce sera long, mais au moins vous aurez déjà la compréhension globale de cette affaire. D'un œil sceptique et d'un œil, je vais pas dire pro, mais on comprend qu'il y a une anomalie, quoi. Vraiment, il y a une anomalie. Maintenant, l'expliquer, moi je suis incapable de le faire. Juste, par contre, il y a une anomalie selon moi. Selon Monsieur Sedona, bah, il y a une anomalie aussi, mais sans poser le contexte ni rien du tout.
Et d'ailleurs, il n'y a rien sur de précis sur le tic-tac dans toutes les vidéos que vous aurez de Monsieur de Sedona. Ça met la puce à l'oreille, on se dit voilà, ça a pas l'air sérieux quoi. Et au fur et à mesure qu'on avance sur, enfin déjà dès le début de sa vidéo, waouh, on se dit bah dis donc, il y a aucune source, rien du tout. Je répète, il n'y a aucune source. Comme s'il racontait une histoire, Martine et les ovnis. C'est inquiétant d'entendre des choses comme ça. Alors, il y a pléthore de vidéos extraterrestres, voilà, où les gars, pareil, balancent des trucs sans jamais sourcer, sans jamais donner, sans jamais étayer. La recherche la plus sérieuse côté US, pour moi, il y a Greenwald, qui fait partie de ceux qui, eux, font des demandes FOIA, ont des retours de dossiers, de documents déclassifiés, et à partir de là, on peut avoir une idée un petit peu de ce qu'il se passe. Et c'est comme toute l'histoire du phénomène OVNI outre-Atlantique, mais ailleurs d'ailleurs, les documents déclassifiés nous donnent une indication sur comment a été traité le phénomène par les USA. Je suis en pleine étude de ça en ce moment. Je sortirai dans quelques temps, il y a le temps encore parce que c'est du travail quand même, toute cette histoire avec au travers des documents déclassifiés. Et là, on se rend compte que il y a quelque chose à en tirer. Il y a une substantifique moelle dans l'historiographie du phénomène. Donc des gars comme Sedona ou Fechner et même dans l'ufologie actuelle en France ou ailleurs, tout ce côté-là est mis de côté. Donc Sedona, ce qu'il y a, c'est que il fait comme beaucoup de whistleblowers et de pro-achetés, mais cette fois-ci dans le scepticisme. Donc on se retrouve avec un ufologue qui fait du scepticisme sans prouver quoi que ce soit, sans donner aucune source. Les sceptiques souvent critiquent les pros achetés, et à raison, sur des affirmations extraordinaires, sans preuve, sans étayer, sans donner même pas de faisceau de preuves. Et pareil, cette histoire de preuves, c'est quelque chose de compliqué, comme j'expliquais avec Fechner. Parce que affirmer que l'ufologie est une religion sans étayer, sans sourcer, sans donner un fond documentaire qui peut éclairer les gens, c'est du pseudo-scepticisme. Pour cette vidéo du tic-tac, alors pour le reste, Sedona, je vais pas critiquer son œuvre, j'ai pas tout suivi non plus, j'ai pas compulsé tout ce qu'il a fait, voilà. Mais dans le cadre de, j'ai envie de dire, son rejet des whistleblowers des US, et à raison, à la limite, là, il se retrouve à faire du scepticisme en faisant exactement comme les pros achetés, aucune source, aucun contact, aucun document pour vérifier ce qu'il dit. Il faut faire ses recherches soi-même, ce que j'ai fait. La loi de Brandolini, on est en plein dedans en fait. Parce que lui, sa vidéo, là, c'est 10 minutes. Ça a pas dû lui prendre un temps phénoménal pour la faire. Derrière, émettre des critiques sur ses idées, sur la vidéo, c'est pas Monsieur Sedona que je critique, c'est sa façon de faire sur ce cas-là. Bah, il m'a fallu beaucoup de temps trouver tous les documents pour mettre tout ça en place dans l'article et expliquer à quel point ces nouveaux sceptiques, parce que là on assiste à ça en fait, l'avènement de nouveaux sceptiques, de nouveaux pseudo-sceptiques, mais avec les méthodes des pro-achetés les plus superficielles. Donc en fait, on a une ufologie superficielle, on se retrouve avec des gens qui veulent contrer ça en faisant du scepticisme, pareil, sans travail de recherche, sans sourcer, sans étayer. Et s'il y a bien un truc à retenir de ça, c'est Sedona, on va dire que cette vidéo en est l'exemple parfait, mais ça peut faire le parallèle avec beaucoup de choses qui sont produites actuellement dans l'ufologie française, mais états-unienne aussi, c'est qu'il y a plein d'affirmations, de subjectivité en fait, et on va jamais en profondeur dans les enquêtes. Pour ce cas du tic-tac, sans vouloir faire le malin ou l'ufologue alpha ou quoi que ce soit, humblement, j'ai passé beaucoup de temps. Alors, toutes les recherches que j'ai faites sur le tic-tac, j'aurais pu les garder pour moi. Mais maintenant, à l'ère d'internet et tout, je les fais pour moi, ça me donne des éléments de réponse et puis de compréhension, bah du coup je partage. Après, on lit pas. Là, je rentre quand même dans le détail des explications de
comment Sedona a pu nous faire une vidéo comme ça. Maintenant, à vous de juger, à vous de voir. Le scepticisme, c'est une notion bien particulière. Ces gars-là, comme Sedona ou Fechner et autres, s'essayent au scepticisme. Si on gratte ce qu'ils font, c'est finalement vide. Alors, ils ont le droit de penser ces trucs-là. Ils ont le droit de le penser. Mais c'est biaisé parce qu'ils affirment des choses, vu qu'ils ont plein de followers. Et c'est ça le truc, c'est que, comme je le disais dans d'autres articles, la plupart des gens, ils ont pas le temps d'aller creuser tout ça. Ils ont pas le temps d'aller dans le détail. C'est chronophage en fait, l'ufologie. Si on s'y plonge vraiment, c'est chronophage. Les gens, ils écoutent et puis ils se font leur avis et tout ça, mais le problème, c'est qu'il y a une vraie pauvreté des vidéos. Toutes ces vidéos en direct là que les uns et les autres font avec leurs chroniqueurs, ils abordent les sujets, les uns, on dirait les BFM TV, BFM TV, CNews ou que sais-je, on dirait voilà des chaînes d'information continues sur les UAP. Il faut avoir des news, on suit les trucs, ils creusent pas dans le détail et puis ça c'est nul, ça c'est bien. Ces gars-là, vu qu'ils ont une aura et qu'ils ont un peu de monde qui les écoute, c'est des arguments d'autorité. Ils peuvent se passer de d'étayer, de prouver avec des documents et ils s'imaginent que ça y est, parce que ils proposent ça, ça va passer. Ah non, c'est pas comme ça que ça marche. Donc Monsieur de Sedona, le cas du tic-tac, vous ne vous y êtes pas plongé en profondeur. C'est clair. Et vous nous sortez une vidéo où vous tentez d'expliquer quelque chose qui n'a ni queue ni tête. Alors, rien contre vous, mais ce que vous avez fait là, c'est de la désinformation involontaire assez incroyable. Le pire, c'est qu'il y a beaucoup de vues, donc le cas du tic-tac reste un cas solide. Extraterrestre, pas extraterrestre, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est une anomalie. J'en ai terminé avec le tic-tac. Je continuerai de suivre un peu les avancées sur ce cas et le mettrai à jour régulièrement. Prochaine vidéo, je ferai un condensé de tous les liens, de tous les sites que je considère comme sérieux, où il y a des études étayées, où vous pouvez trouver de la documentation pour vous faire une idée un petit peu plus élevée de ce phénomène. Je vous donne une exclusivité, vous aurez pas de Grudge, Elizondo et tous ces idiots utiles. Côté US, il y a plein de choses intéressantes, je vous en donnerai les liens. En France aussi, il y a beaucoup de liens intéressants. Ça fera l'objet d'un prochain article, peut-être pas d'une vidéo. Pour les suiveurs de Monsieur Sedona, posez-vous des questions, surtout s'il faut payer pour aller voir ces vidéos. Et pour le reste, sa période.